Hey, salut à toi! Petite vidéo bourse en ce lundi 1er juillet 2024, où avant toute chose, j'espère que tu es naturellement en pleine forme, mon ami. Eh bien, figure-toi déjà que concernant notre petit CAC 40, bien qu'il demeure toujours en zone d'incertitude, juste du fait justement de l'incertitude politique actuelle, la bourse a ouvert, en tout cas en ce lundi, en nette hausse suite aux derniers résultats politiques, aussi étrange que cela puisse paraître. Et ceci tout simplement car si tu veux pour les investisseurs, et malgré que le Rassemblement national soit bel et bien arrivé en tête, eh bien les résultats obtenus font qu'il n'est pas assuré, si tu veux, d'obtenir une majorité absolue, ce qui explique tout simplement cette fameuse ouverture en hausse. Malgré ceci, et compte tenu de la zone d'incertitude toujours actuelle, nous pouvons dire adieu, en tout cas aux 8000 points précédemment obtenus, et espérer potentiellement, et je dis bien potentiellement, même si j'y crois pas trop, les retrouver éventuellement dimanche prochain. Dans cette attente, eh bien c'est parti aujourd'hui pour cette nouvelle recherche d'une pépite boursière en 3 étapes, si tu te souviens bien, avec la première qui est donc excuse-moi, on me dit qu'il y a un préambule avant tout que j'avais oublié, comme d'habitude. Magnéto Serge. Et donc, avant d'être coupé par un pénible générique, on disait qu'on démarrait notre recherche d'une belle pépite boursière en ce jour, lundi 1er juillet, avec l'étape 1 qui correspond donc à la recherche et au ciblage d'une action parmi les plus beaux gadins qui se sont enregistrés sur la dernière année de notre petit CAC 40. Alors c'est parti, direction Boursorama, on part dans l'onglet Actions et on clique donc sur notre petit palmarès, puis France. On s'aperçoit effectivement que nous sommes dans une bonne disposition aujourd'hui, puisqu'on a effectivement 39 actions en hausse et une en baisse. Tiens, c'est assez rare pour être souligné. Et donc, si on recherche parmi notre palmarès France, et plus précisément parmi les 40 actions composant le CAC 40, comme son nom l'indique, en balayant tous les secteurs et en ciblant les GADEC sur la dernière année, et on coche également éligible au PEA, même si tous doivent y être, et paf. Et quand on se retrouve avec l'ensemble des chutes sous le nez, on s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal qu'on a déjà analysé, acheté ou encore acheté et vendu pour certaines. Et donc aujourd'hui, je te propose, pour toujours nous diversifier, changer un peu de secteur d'activité, c'est important, que nous prenions le temps de regarder nos amis qui nous ont beaucoup accompagnés en immobilier, puisque je veux naturellement parler de nos amis du secteur bancaire, pardi. Puisqu'en effet, dans notre petit panel, on retrouve le magnifique Société Générale, et comme il disait d'ailleurs, Société Générale, si on en parlait. Eh bien écoute, avec ce ciblage sur Société Générale, nous venons donc de finaliser notre étape numéro 1. Bravo à nous. Et donc après l'étape numéro 1, eh bien c'est l'étape 2, pardi, avec la constitution, si tu veux, d'un petit panel d'actions concurrentes du même secteur. Et donc pour cela, c'est fastoche, puisqu'une fois qu'on a notre panel sous le pif, eh bien il nous suffit de cliquer sur l'action ciblée, donc ici Société Générale, et on s'aperçoit donc que cette belle petite, elle fait partie de la famille des banques, et comme tu t'en doutais un peu, je pense. Et en cliquant sur le fameux secteur concerné, eh bien notre gentil Boursorama nous sort un beau listing où nous allons naturellement cibler les actions estampillées SRD ou services de règlement différé, car si tu te souviens, elles nous garantissent, ces actions estampillées SRD, un certain niveau de capitalisation et de liquidité permettant d'une part une sécurité pour nos petits tradings, et nous évite aussi, d'autre part, un grand nombre de recherches, pour la plupart infructueuses, à effectuer. Et donc, en grand feignant que je suis, c'est donc ainsi, si tu veux, que j'opère. Donc, tu l'as compris, notre magnifique palmarès de ce jour sera donc composé de la BNP, du Crédit Agricole et de notre cible du jour, pardon. Une fois qu'on a fait cela, c'est déjà pas mal, on a donc composé notre petit panel d'actions concurrentes, c'est très bien, mais je te propose tout de même d'aller faire un tour sur les caractéristiques de ces fameuses sociétés, histoire, je te dirais, de faire tout simplement un peu connaissance et de briser la glace avec elles. Pour cela, on se fie toujours à notre petit Boursorama, ou en allant cliquer directement sur les fameuses actions concernées. On va ouvrir leur fameuse fiche valeur qu'on appelle, et ensuite, on va aller voir dans l'onglet Société, si tu veux, un petit peu plus de détails sur ces petites. Donc là, on s'aperçoit que, par exemple, BNP, c'est le premier groupe bancaire français avec un produit net bancaire, ou PNB, à pas confondre avec BNP, c'est rigolo ça. Et donc, ce produit net bancaire, c'est l'équivalent, si tu veux, du chiffre d'affaires pour les sociétés normales, j'ai envie de dire, et qui est donc, il est réparti comme ceci. Il y a 54% de son PNB, donc de son chiffre d'affaires, qui est fait en banque de détail à la BNP, et qui est essentiellement implanté, du coup,
en France, Belgique et Italie, mais également quand même à l'international. 34,4% de son PNB se fait en banque de financement et d'investissement, donc ça comprend notamment toutes les opérations liées aux fusions-acquisitions. En gros, c'est quand une société mange une autre société, peut-être ça me donne offense, hein. Et pour le financement également de projets de négoce de matières premières, par exemple. 11,6% dans la gestion individuelle et privée en assurance, dans les activités de gestion d'actifs, de banque privée, de prestations de services immobiliers, courtage en ligne, tout ça, tout ça. La répartition de son chiffre d'affaires à celui-ci, ou plutôt son PNB du coup, par pays est répartie, si tu veux, en Europe, Moyen-Orient et Afrique pour 83%, puis Amérique pour 10% et 7% en Asie-Pacifique. Bref, c'est un très très beau bébé celui-là. Ensuite, nous retrouvons donc notre fameux crédit agricole, bien implanté par chez moi en tout cas, et qui en fait le premier financeur de l'économie française, avec un PNB réparti pour 30% en banque de détail en France et à l'international, avec notamment la présence, peut-être tu les connais, de ces 39 caisses régionales, dont une partie que l'on a retrouvée d'ailleurs dans notre fameux listing précédent, hein, avec toutes les CRCAM que l'on a vues. Donc je récapépète, 30% en banque de détail, 30% également en banque de financement, acquisition, projet et de marché, avec les financements classiques et spécialisés, 26% en gestion d'actifs, assurance et banque privée, et pour finir, 14% en prestations de services financiers, spécialisés dans les crédits consommation, à faire avec modération, tu te souviens, crédit bail ou à facturage notamment. La répartition géographique de son PNB assez petit, elle s'effectue de la manière suivante. Donc il y a 87% qui s'effectue en Europe, donc 46% en France, Amérique 6%, Asie-Océanie 3,5%, Afrique et Moyen-Orient 1,5%. Et pour finir, eh bien, on retrouve notre magnifique Société Générale, hein, avec une filiale extraordinaire, avec Boursorama notamment, enfin pardon, Boursobank on l'appelle maintenant. Et donc, eh bien, Société Générale, il figure naturellement parmi les premiers groupes bancaires français, sans déconner, avec 37% de son PNB se faisant en banque de financement et d'investissement. Ensuite arrive la banque de détail spécifiquement en France, dont l'activité représente 31% de son PNB. Ensuite, 16% en prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international. Et pour finir, 16% en banque de détail, mais ce coup-ci à l'international. La répartition géographique de son PNB est la suivante, avec 40% effectués en France, 37% ensuite en Europe, 8% en Amérique, 8% en Afrique et 6% en Asie-Océanie. Et tu te souviens, à partir de cet écran, et pour en savoir un peu plus, eh bien, tu peux naturellement aller faire un petit tour du côté des sites officiels des sociétés concernées qui t'apprendront tout un tas de choses quand même particulièrement intéressantes. À titre personnel, il m'arrive souvent d'aller y faire un tour. Bref, bon et bien maintenant, comme on y voit quand même un chouïa plus clair sur leurs activités, la répartition de leur chiffre d'affaires en France, Europe et à l'étranger, nous venons donc, mes amis, et oui, de finaliser l'étape numéro 2, bravo à nous. Et nous pouvons donc passer ensemble à l'étape tant attendue numéro 3, l'étape de l'analyse des 8 indicateurs sur lesquels je m'appuie systématiquement pour vérifier d'une part la bonne santé financière de l'entreprise, à l'heure actuelle en tout cas, et s'assurer d'autre part que le prix demandé n'est pas totalement exorbitant, que ce soit à la hausse, dans le cadre d'une entreprise on dit qu'elle est surévaluée, ou à la baisse, dans le cadre d'une entreprise on dirait qu'elle est sous-évaluée. Avec un objectif, donc sur 8 indicateurs, j'essaye d'en valider à minima 6, sinon je ne trade pas. Je ne te mens pas, ces fameux indicateurs, je ne les ai pas inventés, je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je m'en suis seulement fié aux indicateurs connus qu'appliquait notamment le très grand Warren Buffett. Pour les compléter, écoute, je m'appuie simplement sur les informations précisées toujours dans l'onglet Société de ces petites structures, mais plus particulièrement dans les chiffres clés, si tu veux, puisque je vais me concentrer prioritairement sur les données contenues dans le bilan et le compte de résultat de ces petites, deux documents officiels obligatoires annuels, afin de compléter tout simplement mon petit Excel magique. Comme cela est assez fastidieux et tout simplement pour ne pas que tout le monde s'endorme, je te propose tout simplement de te mettre dans le commentaire de cette petite vidéo, mon adresse mail si jamais tu souhaites obtenir ce fameux fichier pour faire tes analyses par toi-même, et B2, le lien complet vers la vidéo où j'expliquais naturellement l'ensemble du processus de remplissage. Bon voilà pour ta petite aparté, ça me donne faim ça aussi. Et donc une fois que l'ensemble des éléments sont complétés, attention, et paf, nous nous retrouvons donc avec le résultat final que je te présente. Comme on est dans un secteur particulier, on s'aperçoit que quand même certains indicateurs descounent un peu, avec des indicateurs difficilement obtenables et d'autres difficilement analysables, je te dirais. Je suis d'ailleurs en train d'y remédier progressivement à ce problème, et toutefois cela n'enlève rien, je te dirais, au fait que quand on regarde BNP ou le Crédit Agricole, il n'y a pas photo en tout cas. Ce sont clairement deux très belles valeurs, avec toutefois une petite préférence à titre personnel, très sincèrement, pour
la BNP, ne serait-ce que pour sa capitalisation boursière et la croissance de son BNPA. Et ceci, même si on voit très clairement que le crédit est plutôt dans une bonne lancée, lui aussi. Pour compléter cette analyse sur les deux petits qui vont nous intéresser aujourd'hui, je te propose de la compléter en allant faire un tour, si tu veux, du côté de leurs chiffres d'affaires respectifs, où on s'aperçoit tout simplement que pour la BNP, nous sommes à plus 3,75% par rapport au même trimestre en 2023, ce qui laisse entrevoir plutôt une bonne année 2024, si tu veux. Et bonne année qui risque aussi de se retrouver du côté du Crédit Agricole avec, pour lui, plus 6,70%, ce qui est vraiment pas mal du tout non plus. Côté dividende, parce que là, le secteur bancaire est assez généreux, on peut dire, hein, puisque par rapport au cours de ce jour, que ce soit BNP comme le Crédit Agricole, ils distribuent, si tu veux, en gros 7% de leurs cours respectifs à ce jour, ce qui est clairement pas mal du tout. Hein. Enfin, en tout cas, on prend. Côté croissance des dividendes, assez petit, comme je pars de 2019, si tu veux, j'ai naturellement une croissance assez énorme, hein, comme on le voit dans le fichier. Mais si j'étais parti de 2018, par exemple, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, nous aurions été aux alentours des plus 52%. Bref, c'est toujours difficile de les départager pour l'instant. Hein. Je resterai tout de même toujours campé sur le petit BNP, je suis pénible, au vu des résultats que l'on avait précédemment. Et pour finir, en tout cas, pour essayer malgré tout de les départager, je peux te proposer une petite analyse rapide de leur courbe assez petite. Alors côté BNP, on prend sa belle courbe sur les 5 dernières années. Comme d'habitude, on regarde si elle a tendance à progresser ou à stagner, cette petite. On pourrait dire qu'elle a quand même plutôt tendance à la stabilité, malgré une légère hausse, mais pas franche. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, par contre, c'est qu'il y a quand même une distribution de dividendes de près de 7% de la valeur du cours. Donc franchement, c'est quand même plutôt pas mal du tout, si tu veux. Et donc là, pour s'assurer tout de même que nous ne faisons pas de coups comme d'habitude, on va mettre tout simplement une petite ligne de résistance sur notre Boursorama au cours du jour. Donc ici, on était à 61,82 quand j'ai fait l'analyse. Et on s'aperçoit que tout de même, on est déjà pour BNP sur un niveau assez élevé. Donc bon, en gros, il ne faudrait pas hypothéquer la maison pour acheter ça. Mais par contre, pourquoi pas effectivement prendre une petite position parce que le cours est assez bas, on est en zone d'incertitude et surtout, dans l'année, ça nous permettra de profiter un petit peu des dividendes à venir. Avec une petite inquiétude tout de même sur le résultat qui va sortir dimanche prochain, qui a naturellement un lourd impact sur les banques. Ensuite, côté RSI, malheureusement, rien à redire. Quand on regarde, on n'a pas de signal d'achat, on n'a pas de signal de vente de ce côté-là, puisqu'on est quasiment en plein centre. Hein. Et par contre, si on regarde le côté MACD, on voit en tout cas, par contre, ici, un petit, bref, signal d'achat, tout de même, ce qui serait assez encourageant pour la suite et qui témoignerait d'une évolution plutôt à la hausse à venir de ce fameux cours. Mais avant de prendre toute décision hâtive, mon ami, allons quand même faire un tour du côté du Crédit Agricole. Alors, même combat, on trace la petite courbe à notre niveau d'analyse du jour, hein, même constat que précédemment, on serait aussi sur un niveau quand même positionné assez élevé par rapport aux 5 dernières années, peut-être encore plus pour le Crédit Agricole. Là aussi, après avoir positionné le RSI, on ne peut tout simplement rien constater, car celui-ci n'est lui non plus ni dans une zone d'achat ni dans une zone de vente. Et si on va faire un tour du côté du MACD, on s'aperçoit là aussi hein, que compte tenu que la courbe MACD coupe le signal par le bas, qu'il faudrait peut-être prendre une petite position également, puisque cela témoigne d'un signal d'achat. Bon, et voilà, on a donc fait le tour. Je t'avouerai que les indicateurs complémentaires ne m'ont toujours pas convaincu de prendre du crédit, en tout cas à la place du petit BNP, qui est mon chouchou. Et ceci de longue date, je crois qu'il m'accompagne depuis mes débuts en bourse. Je ne te cache pas que je vais en prendre une petite position. Il ne me restera plus qu'à croiser les doigts en espérant que le résultat de dimanche prochain soit le bon. Et cela devrait être pas mal du tout pour cette petite action bancaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui de ce que j'avais à te raconter. Et pour conclure, je vais donc citer Vadim Greifer, qui nous rappelle tout simplement que le trading n'est pas un métier payé à l'heure, c'est un métier payé à la décision. À bon entendeur. Salut!